Alors, avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qui arrivent donc à très grands pas, il y a des programmes de recherche qui ont vu le jour pour mettre même toutes les chances du côté de notre côté, du côté des sportifs de haut niveau français, dont un s'appelle du coup donc Science 2024. Michael, donc t'en fais partie, c'est là où tu fais, c'est dans ce programme-là en tout cas que tu fais ta thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça consiste ce programme? Globalement, Sciences 2024, c'est des grandes écoles, dont les Frais Paris, Surtout euh, les préparer. des centres de recherche, et donc ça englobe beaucoup de scientifiques, beaucoup d'étudiants, beaucoup de projets. Ouais, j'ai vu il y a Polytechnique, je crois que c'est le principal. Oui, c'est ça, c'est le principal. Et donc dans l'objectif, en fait, voilà, d'avoir, d'allier la science et le sport. C'est-à-dire, ce sont des projets qui ont pour but, voilà, de surveiller la charge de travail, d'optimisation des entraînements, d'optimisation aussi de leur charge de travail, et prévention des blessures. Donc c'est là où ma thèse est née, c'est dans ce cadre-là justement de suivi de localisation, suivi des nageurs durant l'entraînement dans ces objectifs-là. Et j'ajoute juste avant du coup de passer à ta thèse, qu'il y a 20 millions d'euros qui ont été alloués sur 4 ans justement pour ce programme de recherche. C'est quand même pas rien. Ouais, mais en fait, c'est pas qu'un amalgame. Il a les Sciences 2024, c'est un projet de recherche séparé des 20 millions. Les 20 millions, en fait, c'est les PPR, les projets prioritaires de recherche. Ah, Et ça a été ça vient de l'État, directement, oui, oui. comme tous les autres projets ANR, en fait. Et donc là, c'était des gros consortiums où il y avait pas forcément que des grandes écoles, mais une université, au moins une fédération. Et après, tout s'est monté par des lots des projets, quoi. Mais Ok. après, en fait, c'est vrai qu'avec Sciences 2024, c'était les promesses de Oui, ça. Et oui. après, il y a eu les Ok. PPR, Ah quoi. bon, bah, je te poserai, parce que j'ai une autre question par rapport Mais à ça, voilà, mais je te après, la on pourra poserai en après. discuter un peu. Ok. Bah, Neptune, justement, fait partie de PPR. Oui, 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 carrément. Ouais, ouais, pas de Sciences Mm. 2024, yes. Michael, du coup, donc Sciences 2024, c'est un projet, enfin, c'est un programme de recherche plutôt innovant, à ton avis? Oui, oui, parce que c'est l'une des premières fois qu'on a un tel programme où en fait, bon, je vais dire quand même, ça y est, on a compris que la science a sa Hmm. place dans le sport et que c'est vraiment très important pour gagner des médailles. C'est la condition nécessaire, c'est d'allier la science, la recherche en tout cas, l'ingénierie au sport. D'avoir un peu cet écosystème, écosystème homogène, cet écosystème avec des relations symbiotiques entre elles. Et Si je pourrais vas-y. rebondir, en fait, ce qu'il manquait avant, c'était un pont Mm. entre la science et le sport. Pour moi, c'est un petit peu ces ponts-là. Mais pourquoi ces ponts, il n'existait pas? C'est parce qu'en fait, on n'est pas sur le même timing. Dans le milieu sportif, les entraîneurs, ils disent on a besoin des résultats pour hier. Hmm. Et la recherche, en fait, il faut du temps. Il Ouais, faut bah, au bien moins sûr. 3 ans. Enfin, Ouais. c'est ça la recherche. Et c'est pour ça que, bon, au fur et à mesure, certaines fédérations, ils avaient déjà l'habitude de travailler avec des universitaires. Et quand ça s'est passé bien, donc finalement, ils continuaient à travailler. Donc c'était la recherche, entre guillemets, à long terme. Donc il y avait des petits projets qui étaient réutilisés pour pouvoir en faire du testing. Donc les entraîneurs ils peuvent utiliser les résultats assez rapidement, donc la semaine d'après, ou choses comme ça, pendant qu'il avait de nouveaux projets plutôt à long terme. Donc voilà, un peu, c'était Ouais, ça ok. qui manquait, qu'il a, je pense qu'il a eu cet élan et j'espère que justement ça va continuer. Parce qu'avant, il n'avait pas trop beaucoup des universités, pas d'universités, mais justement des écoles d'ingénieurs, que c'est là où il a le savoir-faire. Donc là, il a beaucoup de projets étudiants. En fait, ça fait un peu ce qui est compliqué, c'est de comprendre les besoins des entraîneurs et les traduire un peu en recherche, enfin en questionnement de recherche scientifique. Parce que voilà, soit la technologie n'est pas encore prête, ou soit on n'a pas les moyens enfin, pour Oui, mettre en financer place. cette recherche.
Il y a pas de service de recherche, du coup, au CREPS. On essaye de les développer. Justement, c'était un peu mon embauche, un peu au CREPS. Mais c'est vrai que ça dépend des CREPS. Il y a certains qui ont un peu un service de recherche, mais pas tous. Après, l'INSEP, il a quand même c'est le Graal. Il a 2 labos à l'intérieur. Donc, il a beaucoup de programmes de recherche. Un petit peu. Parlons de ta thèse. Enfin. Alors du coup, je dis juste 2 mots, mais après je te laisse totalement en parler. Donc du coup, dans le cadre de ce projet-là, de Sciences 2024, depuis 1 an et demi, c'est ça maintenant 2 ans 1 an et demi. 1 an et demi. Du coup, donc, tu réfléchis à un système de localisation pour le suivi des nageurs en utilisant les ondes radio. Exactement. Donc là, j'ai vraiment raccourci en 3 mots, parce que je te laisse. Ça me va. En fait, quand on demande de localiser, on utilise Waze, Google Maps, etc. On utilise des ondes satellites, des GPS, GNSS. À l'intérieur d'un bâtiment, comme dans l'INSEP, justement, dans une piscine, eh ben, on n'a pas ce signal-là. On n'a pas ce signal parce que c'est trop atténué par le mur, etc. Et donc, il faut utiliser ce qu'on appelle un positionnement local, c'est-à-dire comme dans un aéroport ou comme dans un musée, quand on a notre petit téléphone, on se connecte à la Wi-Fi ou Bluetooth, etc. Et puis après, on a une sorte de guidage local, c'est-à-dire seulement pour l'endroit. Sauf que on en a parlé, le problème c'est que nous sommes dans l'eau. Oui. Donc, et encore, nous sommes parfois à des profondeurs d'eau, donc lorsque nous faisons la coulée, nous sommes en profondeur d'eau. Ensuite, nous avons une alternance, lors de la nage, nous avons une alternance entre eau et air, entre l'interface des 2 milieux. Et manque de chance, c'est que les signaux électromagnétiques, donc Wi-Fi, Bluetooth, etc., ne fonctionnent pas dans l'eau. Mon objectif est donc de trouver une technologie et une technique d'analyse de données, en tout cas, fiable, afin de pouvoir avoir une information de position à tout temps, et pour n'importe quel nage. Alors là, du coup, c'est un grand défi. Et donc, et là, je reviens à l'échelle de temps, qui n'est pas du tout pareil, justement. Et là, c'est un exemple concret, c'est qu'il n'existe quasiment rien pour pouvoir localiser un nageur en utilisant les ondes radio. Donc là, si tu veux, je suis au tout début, c'est-à-dire comment se propage mon onde électromagnétique dans l'eau. Okay. Même pas une question de localisation, c'est comment déjà reprendre la base, c'est-à-dire la physique, comment se propage mon onde dans l'eau et dans l'air, dans l'interface des 2 milieux. Et voilà, donc c'est pour ça que je comprends très bien justement cette problématique d'échelle de temps, parce que c'est la recherche, c'est vrai que c'est lent, parce qu'en fait on découvre, on trifouille. On trifouille ce qui se passe dans la vraie vie, comment on localise, quelles sont les technologies. On a vu justement avec le projet Neptune, qui est une des possibilités. Autre possibilité, les ondes radio, c'est une voie inexplorée. On va s'introduire là-dedans, et puis ensuite on va explorer, on va tester, et puis si ça marche pas, on revient, on teste un autre truc, etc. Donc ça peut être très long, quoi. Est-ce que tu as peut-être sur les sonars, autres comme ça Sur les sonars, oui. J'ai exploré différentes possibilités, justement. J'ai fait un état de l'art, que ce soit des ondes électromagnétiques, des ondes acoustiques ou des ondes optiques. Selon les problématiques ensuite de mon application, à savoir, par exemple, on peut avoir du bruit à cause des battements, etc., donc rendant le sonar inutilisable. Surtout que l'onde acoustique ne peut pas traverser 2 milieux. Or, le ne nageur peut pas traverser 2 milieux. Donc, il peut il peut se propager dans l'eau, il peut se propager dans l'air, mais il ne peut pas traverser de l'eau. 2 milieux, c'est ça? milieux. Ah, j'avais pas entendu. Ok. Et donc, puisque le nageur ne nage pas que dans un seul milieu, ça peut pas être possible d'utiliser cette possibilité. Okay. En tout cas. Parce que oui, justement, en fait, il a un dispositif, je ne sais pas si tu as vu, Triton. En fait, il utilise les radios, mais c'est vrai que c'est pas précis, et donc du coup, c'est qu'à l'extérieur, quoi. Voilà, oui, c'est mais ouais, c'est vrai que c'est un beau challenge en tout cas. Hein, et puis, Triton, alors me semble-t-il, c'est pour communiquer, enfin c'est un accéléromètre, c'est ça? C'est un accéléromètre qui utilise la onde radio pour transmettre à chaque longueur. Data, ouais. En gros, il transmet les datas. Voilà, il transmet que quand on est dans l'air.
en fait, Ok. parce qu'il utilise du Donc, Bluetooth. ouais, Voilà. ça y est, grâce à l'accéléromètre, je pense qu'il estime un peu la distance sous l'eau pour après compter les nombreux coups de bras. En fait, après c'est la ligne du signal. Mais c'est vrai que c'est un beau challenge. Et puis après, bon, comme il a dit, en fait, soit on équipe les centres. Donc on met plein de caméras, comme il existe déjà à l'INSEP, il sont 22 caméras aériennes et sous-marines dans les deux milieux. 20 Mais ça caméras, coûte ouais. beaucoup et dans le coup, en fait, ça veut dire que tous les nageurs ils doivent venir dans ce centre-là. Hmm. L'avantage que Oui. si on a des petites Ouais, carrément. des dispositifs, c'est on peut le démocratiser un petit peu partout et les mettre dans les centres d'entraînement et tout comme ça. Oui, oui. Mais après, c'est aussi le service recherche de la fédération et surtout à Michael de donner cet outil-là, avec quelle précision on peut avoir. Parce que c'est vrai qu'après, une fois que tu l'utilises, on doit être sûr de Oui, oui, oui. notre marge d'erreur, en fait. Oui. Parce qu'on va baser un peu l'entraînement sur ça, quoi. Et par rapport à ta thèse, Michael, et la mise en place, genre du coup, tu as eu accès à grâce à Sciences 2024, tu vois, genre tu as eu accès, je sais pas moi, à des piscines, du coup, des nageurs, comment ça s'est passé? En fait, la fédération m'aide beaucoup, notamment côté sportif. Bon, je suis pas un nageur incroyable, en tout cas professionnel, donc il me conseille sportivement, mais il me donne accès aussi aux équipements. Bah, alors, équipements, donc par exemple la piscine de l'INSEP, qui est là où s'entraînent vraiment les nageurs des JO, et donc c'est un très grand avantage parce qu'on est vraiment dans l'environnement, dans un environnement précis, hein, et là où on veut faire fonctionner le système, en tout cas, motivant, c'est dans carrément un premier motivant temps. de faire... Et c'est pas rien non plus Ouais, bien sûr. je crois que j'ai croisé personne, en tout cas de trop connu, mais Peut-être pas encore. je reste aux aguets. Du coup, tu te déplaces souvent là-bas? Ou c'est plus souvent dans un bureau qu'on fait de la recherche? Alors, d'abord, il y a eu un stade où je passais beaucoup de temps en études de l'état de l'art, justement pour forger mes propres hypothèses. En tout cas, prendre des décisions et forger des hypothèses. Et ensuite, pour la période de test, là, j'allais avec mon collègue Florent, qui est à peu près le même sujet, mais polo water polo. On y allait 2 fois par semaine. Ok, Qui est quand même assez considérable pour faire des tests, des mesures, etc. Carrément. En grandeur nature. Donc c'était assez cool, quoi. Il existe aussi un autre programme de recherche dont tu parlais, tu as fait mention tout à l'heure, David, donc le programme prioritaire de recherche, donc PPR Sport de très haut niveau, de très haute performance, pardon. Donc il a été lancé en 2020, il est piloté par le CNRS. Il a été lancé par l'ANR, pardon. Et oui, si, c'est ça, lancé par l'ANR et piloté par le CNRS. Et l'objectif, c'est très proche aussi de Sciences 2024, c'est de financer les travaux de recherche dans la préparation de nos sportifs français. Et donc, alors, moi, j'avais compris qu'il avait été aussi financé à hauteur de 20 millions. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en 20 fait... millions, c'était en tout. Et okay. donc, du coup, en fait, c'est là la différence par rapport à Sciences 2024. Sciences 2024, c'est peut-être des plus petits projets. Oui. En gros, les lauréats, c'était 1,5 million. Donc, c'est pour ça qu'on avait des lots de travail. Donc, en gros, c'était pas qu'une université. Normalement, il y a 2, 3 ou 4 universitaires parce que c'est des thématiques précises. Et donc, du coup, là, pour rester à Neptune, il va avoir la partie localisation, je crois que c'était à Lyon. La partie un petit peu, tout ce qui est résistance à l'avancement, c'était à Rennes. La partie, tout ce que c'est centrale inertielle, c'est Rouen qui pilotait ça. Donc voilà, après moi, je connais bien ces projets-là parce que j'étais un peu à la genèse de ces projets-là. Et donc, c'était un peu excitant. Enfin, la course, jamais eu autant d'argent dans le à investir, mais aussi la fédération, il devait porter cette comment dire, il devait piloter parce qu'en fait, ce que les fédérations mettent, c'est les sportifs et les piscines, quoi, ou les équipements. Mais donc, ça veut dire que c'est différents calendriers parce que les calendriers sportifs, c'est souvent les week-ends, c'est souvent en compétition à l'étranger. Donc, voilà, c'est toujours une question de timing, d'essayer que tout le monde soit disponible pour faire les collectes des données, faire la manip, des choses comme ça, quoi. Oui. Quand on a comment dire, une approche exploratoire, on peut venir, on peut faire tout ce qu'on veut, mais dès qu'on commence à équiper l'athlète avec des outils, il ne faut pas que ça prenne beaucoup de temps parce qu'ils ont des autres choses à faire. Et c'est ça, là, la condition, c'est que c'est très haute performance.
Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'il ait des athlètes de très haut niveau. Ouais, Donc, du coup, qui préparaient, enfin, en 2020, quand c'est sorti, Qui il préparait les JO. avait le temps, mais Et les maintenant, JO, là, en fait, les athlètes sont plus dispo, ils sont en phase, Oui. finale pour être là, même pas 100 jours, là. Oui, c'est Donc, on est quoi? On est en mai? C'est en juillet que ça... Non, ouais, c'est août. le 27 juillet, ouais. 27 Ça juillet. commence la cérémonie de retour. C'est bientôt, c'est bientôt. Mm. Donc du coup, ce programme prioritaire de recherche, donc il a fait des appels de projets. Il y a 11 projets qui ont été lauréats et on va en parler surtout de un, qui est le programme de recherche Neptune et qui concerne la natation, donc le domaine de prédilection de vos deux thèses. Donc le constat, c'était que lors du départ d'un nageur, ce nageur-là, il va atteindre sa plus grande vitesse. Et l'objectif, c'est d'analyser finalement cette phase qui peut être décisive sur le temps du nageur et donc l'obtention in fine de la médaille d'or. Et Mickaël, je crois que tu as particulièrement aimé ce projet, c'est ce que tu nous disais en intro. Est-ce que tu veux nous en parler plus que ça? Alors, je peux pas te parler techniquement plus que ça. Mais même pas des petits Dans les- trucs. je sais qu'il y a 20 caméras. À chaque fois, je les vois à l'INSEP. Alors, caméras. Ah oui, parce que du coup, c'est dans la piscine où toi Ouais, aussi. c'est la même. Ah, voilà, c'est génial. Ok. dans l'air. Je crois qu'il y en a 10 dans l'air c'est et ça, 10 dans exactement. l'eau. Et C'est 12, ça fait 22, mais ouais. Moi, j'ai Ouais. vu 10-10. J'ai noté 10-10. Il manque celle de face. Ah, mais pourtant, dans l'interview là qu'il y a, il dit Ouais, 20 caméras. oui, parce qu'en fait, ils ont enlevé au départ, mais. Ah. Parce qu'en fait, au départ, il avait un système AIM, c'était un système suédois, qui avait déjà une solution, Ok. mais il fallait qu'il ait personne dans le bassin, parce que c'était un système qui était entraîné que sur une ligne. Ah. Donc du coup, là, Rémi Carmigiani, qui bien souvent, il a adapté un petit peu, il a fait leur propre... Donc il allait plus loin, parce que c'est vrai que c'est l'avantage qu'on a un système tout prêt, c'est qu'on est sûr qu'il marche. Oui. Mais dès qu'on pourra ajouter des choses, on n'a pas la main. C'est plus Ou alors, compliqué. on met l'échec au portefeuille. Oui. Et donc, du coup, là, l'avantage d'avoir Rémi Carmigiani avec tous les restos Sciences 2024, c'est qu'ils ont créé un petit peu de... justement, pour le travail des coulées, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que de plus en plus, surtout sur les sprints, on passe beaucoup de temps sous l'eau, quoi. Donc, c'est un peu là que ça se gagne. Oui, Et pour oui. trouver la distance et la vitesse optimale, il y a ce qui, pour l'instant... Ils ont du mal un peu à quantifier, c'est le système physiologique. Parce que bon, quand on est sous l'eau, en fait, on est en apnée. Donc, est-ce qu'on ne va pas les payer en fin des courses? Donc, c'est pour ça que c'est quand même... il faut au millimètre près savoir un peu comment gérer la course, quoi. Oui. Parce que ça se gagne à la touche, quoi. C'est 0,0 C'est incroyable. À ce niveau-là, ouais, clairement. Donc, Clairement. j'espère que normalement, Maxime Courset qui s'entraîne à l'INSEP, et il pourrait avoir une médaille... jeu de Paris, et puis après il y a un autre champion aussi, Léon Marchand, qui s'entraîne aux États-Unis, mais qui vient de temps en temps à l'INSEP aussi pour faire des tests, qui a des grandes chances de médailles, voire peut-être 3 médailles. Donc, en natation, on s'est ragaté, et on parlera peut-être de l'effray. Moi, j'avais noté que donc en fait ce projet-là, il a découpé, en tout cas on l'a vu rapidement, et j'ai mis, on peut afficher la 7, il découpe donc en 4 phases, excusez-moi. Il découpe en 4 phases la phase de départ, donc la phase sur le plot à droite, phase de chute libre, phase de glisse et phase d'ondulation. Et donc ça permet du coup d'analyser la transition, le timing entre la phase de glisse et la phase d'activation, donc la phase en rose et en verte, pour optimiser ce timing. Donc justement, David, tu disais que chaque millième de seconde est hyper important. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, grâce aux caméras, on va voir le nageur qui va plonger, on va voir quand est-ce qu'il commence à activer sa phase d'ondulation, et c'est ça après que l'entraîneur il va dire peut-être qu'il faut que tu actives plus tôt, ou c'est ce genre de retour qu'on peut avoir? Oui, enfin les entraîneurs qu'ils avaient comme référence, c'est le temps 15 mètres. Donc en fait, c'est ton départ, à couler, reprise de nage. Dès que la tête il passait les 15 mètres, on disait il est à 5 secondes. D'accord. Et après, c'est bon.
comment il a fait pour faire les 5 secondes. Donc justement, quand il a activé, avant, du coup, c'était un peu de tâtonnement. Ouais, Tu vas faire 8 ondules, 6 ondules. Voilà, donc là, grâce aux caméras et grâce à tout le travail de Rémi et tous les découpages, on peut savoir vraiment combien d'ondules, comment la tête était placée. Donc on peut jouer finement sur vraiment, c'est peut-être ça qu'il te manque pour peut-être faire 4 secondes 99. Ouais, ok. Mais sans que ça t'écoute trop en énergie, parce qu'après, il faut que tu tiennes quand même la fin. Après, sur un 100 mètres, normalement, en bassin de 50, on a une autre coulée au retour. Donc, il y a cette aussi coulée-là à gérer, quoi. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est quand on part de plot, c'est de garder cette vitesse-là. Quand on rentre dans l'eau, sans trop faire des bulles, sans que ça freine. Et non, on n'est pas des dauphins, mais on bat plus vite sous l'eau qu'à l'extérieur. Donc c'est aussi pour ça, rester un peu sous l'eau pour nager plus vite. Oui, parce que tu avais fait partie du projet Neptune, non? À un moment donné. Ouais. Ouais, j'avais justement installé les caméras et c'était pendant le Covid et du coup c'était pas facile. Parce que la société de suédoise, ils ne pouvaient pas venir. Ah oui. Problématique. Et du coup, ils l'ont installé. C'est moi qui ai dû faire la calibration. Okay. Du coup, j'étais en maillot, j'étais avec pour la les petite les anecdote, tu pouvais pas nous dire ça plus tôt, mais le dire direct. Donc, non, c'était une expérience à vivre. Hein, mais en tout cas, je suis content que ça sert maintenant à l'INSEP et surtout à la natation française. T'as pas rencontré l'équipe, toi, Michael? Comme tu es sur place, du coup, comme tu y allais, non, tu les as jamais croisés? Pendant mes tests, non. En fait, on s'arrangeait justement pour déranger personne. Voilà, déranger personne, exactement. Surtout que parfois, on risque de perturber les tests des autres, donc on s'arrangeait pour... Ok. Chacun son temps. Voilà, exactement. Okay. Bon, avant de passer à la conclusion, 2 mots rapides quand même sur un autre programme de recherche, donc qui est un 2e projet lauréat du PPR, Hypoxperf. Donc, pour info, l'hypoxie, pour ceux qui ne savent pas, on peut dire que c'est la mauvaise équation vous me dites, entre besoin et apport en oxygène. Et je crois on dit que c'est l'état d'hypoxie ou l'état hypoxique, je ne sais plus comment on dit, qui amène du coup des maux de tête, des vertiges, des fatigues, des orientations, etc. Et donc elle a été lancée en 2021 et l'objet donc de cette recherche, c'était de pouvoir personnaliser la dose justement d'hypoxie pour chaque athlète. Je trouvais ça juste ouf. Et on parle alors d'état hypoxique contrôlé. David, est-ce que tu peux nous expliquer? Ça veut dire quoi, état hypoxique contrôlé? Bon, c'est pas une mince affaire, hein, parce que c'est quand même très technique, mais en fait, l'avantage qu'ici, pas qu'à l'INSEP, mais je crois que c'était pour les Jeux de Mexico, en fait, que c'était en 13 à hauteur, la France, il a investi sur les centres de Font-Romeu. Donc pour préparer justement ces athlètes-là. Parce que souvent l'hypoxie, comme tu as un peu en parlé, c'est pour la maladie des montagnes. Donc forcément quand on va dans les montagnes, si on monte trop vite, en fait on va avoir des maux de tête et donc du coup tu ne peux rien faire. Oui, tes performances elles baissent du coup. Mais c'est surtout, tu ne peux même pas marcher. Mais en fait on utilise ce phénomène-là d'aller en hauteur pour fatiguer un peu le corps, pour créer des globules rouges en fait. Et donc quand on descend en plaine, on est entre guillemets un peu plus fort. Mais cet dosage, c'est un peu individuel. Et donc, du coup, c'est pour ça que grâce à ce projet Hypoxperf, il a déjà une grosse expertise avec l'INSEP, donc l'Institut national sportif performance, à Vincennes, qui a un autre groupe qui s'appelle le groupe Astre. Donc, tout ce que c'est stress environnement. Parce que maintenant, il n'a pas que l'hypoxie, maintenant, il a aussi chambre hypoxie et chambre thermique. Qui stimule. Donc, qui stimule un peu plus. En fait, c'est pour jouer sur tout les côtés qui stimulent, ouais. Mais pour avoir les adaptations, en fait. On va essayer de jouer sur la stimulation pour adapter le corps. Okay. Et donc, c'est pour ça que là, la plupart des équipes, surtout dans tout ce que c'est le sport d'endurance, qui vont faire 3 semaines en altitude, avec un entraînement, bien sûr, monitoré, des choses comme ça, pour voir comment ils s'adaptent
à cette simulation d'oxygène. Et des fois, d'altitude, pardon, et on peut monter jusqu'à 3000, voire 5000 maintenant avec des chambres hypoxie. Ok. Donc, pour aller un peu au-delà et faire de super héros. mais voilà, c'est passionnant parce qu'en fait, ça, c'est vraiment de la physiologie pure. Mais qui se démocratise de plus en plus grâce aux outils de monitoring. Parce qu'après, en fait, si on ne gère pas bien cette dose-là, il peut avoir l'effet néfaste en contre-performance. Et donc, c'est ça. Très peu en quelques minutes, comment fonctionnent ces mécanismes. Et là, finalement, toujours le sujet de la précision de la ouais, donnée mais c'est pour ça que geste, pour moi, l'entraînement, c'est un art. Quoi. Il faut toujours la bonne recette avec les bons ingrédients au bon moment pour avoir un beau gâteau. Un parfait gâteau, ou en tout cas le plus parfait possible. On arrive à la fin. Avant de conclure et de vous remercier, j'avais une petite question sur et après finalement les JO, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans l'optique justement de ces Jeux Olympiques et de ces Jeux Paralympiques. On a parlé quand même de 20 millions d'euros et vous étiez d'accord tous les deux pour dire que c'était assez nouveau, en tout cas autant d'investissements en argent dans la recherche du sport. Est-ce que vous pensez, donc là c'est vraiment votre avis, que ça va s'essouffler, ou est-ce que vous pensez que ça va vraiment créer une dynamique, créer ce pont entre la recherche et le sport, et que ça va perdurer, ouais. Quel est votre avis sur la question ? Moi je pense que j'espère que ça va continuer, parce qu'il y a tout intérêt parce que l'innovation ne s'arrêtera pas aujourd'hui, ne s'arrêtera pas à 2024. Et si on s'arrête en si bon chemin, évidemment qu'on aura du retard. Et ça va tellement vite maintenant. Ça va tellement vite, l'innovation, la recherche, etc. Maintenant que en tout cas, on prend conscience que c'est important. Il faut accélérer, moi je pense. Accélérer, continuer dans ce chemin, dans ce chemin-là. En tout cas, ça, c'est déjà bien. Mais accélérer, passer... pas que ça s'essouffle, quoi. Voilà. Entretenir, en fait. Entretenir et même amplifier la chose. Je crois qu'il y a eu un parallèle sur le nombre de médaillés avec oui, tu m'en parlais, ouais. Voilà, le nombre de médaillés avec l'investissement dans la recherche. Ouais, par rapport au pays. Voilà, par rapport au pays. Je pense que c'est très démonstratif et ça se passe de commentaires. Oui, on voulait même passer, on en avait parlé pour préparer l'émission, et on voulait même passer un graphe, mais on n'a pas trouvé... c'est monsieur justement Christophe Callané qui avait fait ces graphes-là, parce que la plupart de choses qui sont faites, c'était la naissance des sciences 2024, c'était comme les Anglais ont fait. Donc ils ont essayé de créer, voir quel était l'investissement de l'État pour gagner une médaille. Et c'est vrai que beaucoup de là-bas, c'est un autre système là. Il était plus facile il a plus d'investissement de l'État pour la recherche. Okay. Donc là, il a eu les PPR, donc on espère que ça va continuer. Mais bon, on entend des coupures budgétaires partout. Et donc, du coup, là, il y avait les longs des JO, mais maintenant, il n'y a plus les JO. Donc, on espère que ça va continuer. Et pour nous, côté sportif, parce que justement, on voit la valeur rajoutée que les écoles d'ingénieurs ou alors la recherche peut apporter en termes d'outils, en termes de gagne de temps. Et aussi pour rester compétitif, comme tu dis, en fait, pour l'innovation, parce qu'en fait, c'est ça qui aussi il faut voir, c'est que tout ce que c'est outil, cet algorithme ou cet outil que tu pourras développer, ça peut être utilisé dans une autre industrie aussi. Parce que c'est l'industrie de sport qui est un peu la moins d'investissement. Donc là, maintenant, peut-être il faudra créer des startups. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il a l'autre bois. C'est parce qu'on crée une expertise très spécifique dans un domaine, et donc peut-être ça permettra pas de vivre si tu commercialises, je sais pas, des piscines connectées ou un objet pour avoir les meilleures pressions possibles, mais voilà, il a le water polo ou il a des autres disciplines qui pourront aussi être bénéficiées, avec quelques adaptations, quoi. Mais je pense que voilà, c'est après aussi les gymnases connectés, les piscines connectées. Et on sera tout connecté. C'est ça. Et on deviendra des robots. Voilà. Donc finalement, on revient.
Tu vois, tu voulais pas en parler, mais... Au moins, on va gagner. Là, on est sûr de gagner si nous sommes des robots. Alors là, Oui, c'est vrai. Ouais, mais du coup, bah oui, mais qui va gagner, tu vois? Parce que c'est la tous course à les... l'innovation. C'est le meilleur robot, hein. C'est le meilleur robot. Donc on reste, ça, c'est le même sujet finalement. Voilà, c'est ça. Mais en étant des robots. Ouais, c'est ta transition pour le prochain hub. C'est ça exactement. Non, tu seras l'invité. Bon bah merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Super, c'était très intéressant. Merci de l'invitation. Bah, je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir participé donc, à ce dernier épisode de l'année. Ah oui, il faut que j'annonce les gagnants, pardon. Du coup, donc, pour le premier lot, je ne sais pas ce qu'on va faire en premier, n'importe, on verra plus tard. Donc, bref, le premier gagnant, c'est Fartouze, et le deuxième gagnant, c'est Fartouze. Il gagne les deux. Il gagne les deux. Du coup, j'allais dire, bah oui, donc on s'en fiche en fait. Non, mais bah pourra faire de la corde à sauter en lisson. Donc, c'est un beau challenge là. Pas mal. Bon bah merci beaucoup, merci encore, merci à toute l'équipe qu'il y a derrière, merci aussi au Club Réseau que je ne vois pas qui est de l'autre côté du mur, mais merci à eux. Merci à vous de nous avoir regardés. On vous dit à la rentrée, et je vous dis ça comme ça quand même, mais de bonnes vacances d'été qui ne sont pas tout de suite, mais en tout cas nous on se revoit pas entre temps. Ciao, bye et à la prochaine.